Grand leader, David Godu cherche partenaire, Thibaut Pinot. Débloqué, pas trop fatigué, une bonne dose de savoir-faire. Ah, tu rigoles pas, Polo, là, hein? On t'entend plus, hein? Mais Putain! attends, c'est quoi? C'est une chanson à charge sur Thibaut Pinot pour commencer l'émission comme ça? C'est juste pour t'embêter, mon Polo. Je savais que ça allait te mettre bien, je savais que ça allait faire rire jaune. Mais non, mais on comprend bien que Thibaut, il fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. On l'aime bien, notre Thibaut, mais aussi, des fois, il faut titiller les Français, bien évidemment, même si on sait que c'est bien difficile aujourd'hui. Grosse étape, pas mal d'enseignements. Le Tour de France approche de son épilogue, bien évidemment, qu'on va en parler tous ensemble. Bon, malgré ça, comment ça va, Polo? Ça va très bien, Joseph. Comme tu le vois, j'ai la ceinture. Donc, qui dit ceinture dit, dit victoire. Qui dit victoire dit non pas Tadej Pogacar, mais bien Jonas Vingegaard, qui, je le pense aujourd'hui, avec la manière dont il a couru, la manière dont il a été mis en difficulté par UAE et par Pogacar, a réussi à résister. Il ne perd que 6 secondes sur une étape comme ça, 4 secondes même sur une étape comme ça. C'est l'apanage des gens qui vont aller chercher le Tour de France. J'ai l'impression que la ceinture, elle est pour le Danois cette année. Ah, peut-être, peut-être. Comment ça, Robin? Est-ce que tu penses la même chose que Polo, là? Est-ce que tu rentres dans Bah, l'octogone contre lui? ça se rapproche, hein, mais j'ai envie de me dire qu'il y a encore un petit suspense, même s'il s'éloigne jour après jour. Disons que si Jonas Vingegaard avait gagné aujourd'hui et repris 15 secondes, on était définitivement au fond du trou. C'est pas le cas. Donc peut-être qu'il reste un infime espoir. Tu dois bien pouvoir nous trouver une chanson française de variette pour nous faire un truc là-dessus, Joseph. Ah là, j'avais Capitaine Bardet, tu n'es pas du fond de l'épicerie. Et puis après, en fait, juste avant, vous chantiez partenaire particulier. Ça m'a trop chauffé là. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Je suis chaud. L'attaque de, l'attaque de Thomas sur Bardet, t'as plu. Non! Nilou, j'ai failli tweeter. Je me suis retenu parce que je me suis dit qu'après, j'allais devenir la Joseph, caricature de moi-même. salut nos gens qui s'abonnent là, ça lâche du sub en pagaille. C'est vrai, t'as raison. Merci à Val du Havre, Cyril Guimard, à toi, toujours présent. Et merci à Amarien qui s'est abonné via Prime, comme vous le savez. C'est tout à fait possible et franchement, ça nous permet à nous Jérémy, à de l'instant. nous régaler. Et hop, Ouais. Jérémy, ça c'est un grand monsieur, non? Il est en face il est en face de moi, j'ai regardé. C'est lui Mais qui vient grand de se sub. monsieur. Ouais, le sang, Jérém, le sang. Aïe, aïe. Il a utilisé ton abonnement Amazon, Polo, mais c'est pas grave. Ah putain, Jérémy, très grand monsieur de la First Team. Et qu'on salue, tout comme tous ceux qui sont présents avec toi, JB et Erwan. Un truc juste avant de démarrer l'émission, les amis, pour rappeler, Polo, tu peux mettre le petit visuel très important. Demain, comme vous le savez, c'est le grand jour arrivé à Otakam, mais surtout, Roue Libre reçoit Bernard Hinault et on va se faire un petit interview avec lui, savoir un peu ce qu'il pense du tour, bien évidemment, mais surtout revenir sur son histoire et sur son histoire avec le Tour de France. Il a des avis forts en général et on va aller le chercher là-dessus, mais bien évidemment que va surtout parler avec lui de son histoire sur le Tour de France. C'est ce qui nous intéresse le plus, qui nous raconte des histoires. Bernard Hinault, franchement, on est très fiers de l'avoir. Donc demain 19h, début du débrief comme d'habitude, et après quand on aura terminé l'émission, Bernard Hinault nous rejoindra, sera depuis chez lui et puis voilà, n'hésitez pas hein, bien évidemment à être présent, ce sera un peu plus tard que d'habitude et puis à poser toutes vos questions. Demain dans la quotidienne, donc Bernard Hinault sur Olip 101. Et on mettra ça sur YouTube après. Exactement. Voilà. Du coup, les gars, aujourd'hui, démarrons. Aujourd'hui, c'est que ça a lâché. Voilà. Non, je rigole, je voulais pas démarrer par ça, mais j'ai vu passer dans le chat, ça m'a fait rire. Mais quand même, hein, Sepkus, il était pas là aujourd'hui. Après, il ne servait pas à grand chose parce que Michael Birg, le grand grimpeur, a largement fait l'affaire pour les équipiers et a fait le tempo. Justement, du coup, mettons le classement de l'étape, Polo, Très bien. pour montrer un peu ce qu'il en était finalement. Victoire de Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard et donc Brandon McNulty. Dans le vidéo, Robin disait que c'était peut-être une bonne idée de mettre des équipiers dans le jeu de l'entraîneur sur Winamax. Tu n'as pas pris celui-là, mais dans l'idée, c'était intéressant. Geraint Thomas qui finit 4. Donc au final, on a les 3 meilleurs du Tour de France qui sont dans les 4 premiers. Et Alexei Lutsenko qui fait une sacrée étape, on va en parler. Nos 2 Français, Romain Bardet et David Gaudu, qui font eux aussi une belle étape, mais bon, pas parmi les meilleurs, pas parmi les tout meilleurs. Et on voit que
les membres du top 10 sont présents. Vlasov, Mensis, Quintana et Enric Mas qui termine 12e. Valentin Madouas termine 13e en tant que 3e français qui a été une grande aide à David Gaudu. Donc voilà, pas mal d'éléments à évoquer tous ensemble en démarrant du coup par Tadej Pogačar, Paul, qui va chercher une nouvelle victoire d'étape. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'était surtout ça qu'il avait en tête. Je pense pas que c'était surtout ça qu'il avait en tête, mais c'est quoi ce bruit, Joseph? Non, parce que je dis, on a l'impression, genre, c'est partagé, et tu dis, bah non, pas du tout. Donc, non, moi, j'aime bien quand ça débarque comme ça. Bah, je pense que l'objectif, c'était de renverser le Tour de France. Il a tenté, notamment avec ses coéquipiers, qui, pour le coup, ont été largement au niveau aujourd'hui. Le fait est qu'il est encore tombé face à un Vingegaard inamovible, qui le force, du coup, à revoir ses objectifs, en tout cas à court terme, sur cette étape, et aller chercher la victoire. Il l'a dit à la fin de l'étape, à l'arrivée. Il fallait que je récompense l'exceptionnel travail de mes coéquipiers aujourd'hui avec une victoire. Et je pense que quand il a attaqué du coup la montée vers Péragude, il s'est dit, ok, je vais pas réussir à lâcher Vingegaard. Je pense que c'est impossible. C'est une sangsue. Il ne lâche pas ma roue et j'ai beau tout tenter, ça ne passe pas. Là, il faut que j'assure. Il faut que j'évite les attaques de Vingegaard. Je vais faire rouler McNulty et je vais le régler au sprint parce que j'ai ce petit punch en plus que lui, que mon adversaire n'a pas. Je pense qu'au début de l'étape, il espérait mieux, mais il s'est largement rattrapé avec une victoire d'étape. C'est que 4 secondes de repris sur Vingegaard, c'est trop peu. Mais aujourd'hui, je pense encore une fois, et je le disais ce matin, je le disais un peu hier aussi, je pense encore une fois qu'il n'y avait rien à faire face au Jonas Vingegaard là. Rien à faire, il lui prend quand même l'étape. Hein. Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur le niveau de Jonas Vingegaard. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 minutes 20 d'écart. 2 minutes 18 désormais avec les bonifs prises aujourd'hui par Tadej Pogačar. Mais s'il n'y avait pas ces 2 minutes 20, est-ce que s'il y a 1 minute aujourd'hui, et s'il y avait 1 minute depuis le Granon, j'ai envie de dire, est-ce qu'on aurait eu une course différente? Je suis pas sûr, moi. Je pense que Vingegaard, il est au max aussi, en fait. Et pour moi, la montée finale vers Péragude aujourd'hui l'a montré. Certes, Jonas Vingegaard, il était isolé à peu près toute la journée parce que Sepp Kuss a été lâché rapidement, il faut le dire. Et c'était le seul qui était censé avoir un rôle auprès de Vingegaard dans les dernières ascensions. Mais dans la dernière montée, dans le dernier kilomètre, et encore plus dans le mur final, quand McNulty s'écarte, qu'il a terminé son boulot, Vingegaard, s'il avait pu la prendre l'étape, il l'aurait prise. Hein. Donc s'il ne l'a pas prise, s'il fait 2, c'est parce qu'il n'est pas plus fort que Pogačar. Je sais pas, je te trouve dur parce que on est quand même sur une arrivée au sprint. J'ai l'impression que plus que les qualités de grimpeur, c'est les qualités de puncher qui ont primé. Vingegaard a attaqué, il s'est fait contrer sur une arrivée au sprint sur 300 mètres. C'est toujours la question qu'on peut se poser. Là, je te rejoins Robin, c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Vingegaard? Je te dis pas qu'il est moins fort que Pogačar, je te dis qu'il n'est pas plus fort. Moi, ce que je vois, c'est que mis à part sur des arrivées au sprint, il n'a jamais été pris en défaut une seule seconde. J'ai l'impression qu'il maîtrise, qu'il ne veut pas se mettre dans le rouge, qu'il gère un peu ses efforts. Peut-être qu'il n'est pas beaucoup plus fort que Tadej Pogačar, c'est possible, mais à ce jeu-là, il a 2 minutes 20 d'avance. Il ne doit pas faire n'importe quoi. La seule journée où tu l'as vu plus fort que Pogačar, c'est le Granon, on est bien d'accord. Et oui, c'est le Granon, mais ça suffit. Je pense que ce genre de journée suffit pour gagner un Tour de France. Et à l'heure actuelle, ça risque de suffire, en effet. Ça fait 5 jours qu'il est attaqué et la totalité, c'est 4 secondes de perdu. Avec la dernière étape qui peut faire un peu peur demain. On verra. Je pense que demain, ce sera l'ultime chance de voir Pogačar lâcher Vingegaard. Mais je n'imagine pas, hormis sur des phases de punch et de sprint, Vingegaard plus faible que Tadej Pogačar. De là à dire qu'il y a une énorme différence de niveau entre les deux, peut-être pas. Là, je te rejoins, Robin. Mais le fait est que pour l'instant, Pogačar n'a jamais, sur une seule de ses attaques, mis en danger Jonas Vingegaard. Il y a Satali qui dit dans le chat qui me demande si j'ai pas l'impression que Vingegaard se promène son vélo. Oui, Vingegaard a l'air costaud, mais ça, c'est du ressenti visuel, c'est ce qui dégage. Il est très fort pour ça, il n'y a aucun doute. Il est très fort pour donner l'impression d'être facile. Mais s'il est facile, et on en parle depuis plusieurs jours, j'étais en train de regarder, le Granon, c'est quelle étape? C'est la 11e? 12e? La 23e. Non, le Granon. Le mec, il me répond sérieusement. C'était là. Non, mais je cherchais vraiment, c'est pour ça. C'était la 11e. Le Granon, c'était la 11e étape, justement. Voilà, aujourd'hui, on est sur la 17e. Le Granon, c'est bien, c'est super ce qu'il a fait Vingegaard ce jour-là.
il a fait un super final et il a profité, il faut le dire quand même, d'une défaillance de Tadej Pogacar. Mais il a fait en sorte de provoquer cette défaillance. Génial, enfin, très bien joué. Mais depuis, il n'a jamais pris une seconde à Tadej Pogacar. Pourtant, c'est Pogacar qui a pris tous les risques depuis ce jour-là. Depuis l'Alpe d'Huez jusqu'à aujourd'hui, Pogacar a tout fait pour essayer de reprendre du temps à Jonas Vingegaard. Il n'y est jamais parvenu. Donc je suis d'accord sur un point, c'est que Pogacar n'est pas plus fort que Vingegaard. Ok. Mais Vingegaard n'est pas plus fort non plus que Pogacar, sinon il lui aurait soit mis un contre à un moment, soit les jours d'avant on parlait de contre. Il n'y avait pas de victoire d'étape en jeu, ni à l'Alpe d'Huez, ni dans la première étape pyrénéenne, ni à Mende, parce qu'à chaque fois c'était des échappées. Donc tu pouvais te dire, bon ok, Vingegaard il n'a pas envie de trop se découvrir, il va pas mettre un contre pour essayer d'aller gagner quelques secondes. Mais là aujourd'hui il y a la victoire d'étape en haut. Vingegaard, une étape du Tour, il en a gagné une seule. Pogacar, il en avait déjà 8. Aujourd'hui, c'était sa 9e. Il n'a jamais gagné en jaune. S'il avait pu aller chercher cette étape, Vingegaard, il l'aurait prise. Donc le fait qu'il fasse 2, ça montre, il n'y a pas d'écart sur la ligne, rien du tout, mais ça montre qu'il n'est pas plus fort que Tadej Pogacar pour moi. Le seul problème, évidemment, pour Tadej Pogacar, c'est qu'il a 2,22, désormais 2,18 de retard, mais ça me rassure aussi sur la façon de courir de Vingegaard, parce que je pense que c'était très mauvais s'il avait pu attaquer et qu'il ne le faisait pas. Je me disais que ça n'avait aucun sens, que c'était beaucoup trop risqué de jouer là-dessus en gestionnaire comme si tu avais déjà gagné 6 fois le Tour de France et que tu maîtrisais totalement ce que tu faisais. Ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui on a compris pourquoi il ne l'avait pas fait, c'est qu'en fait il ne pouvait pas, et du coup dans ce cas-là, pas de regret. Alors du coup, Paul, vas-y. juste si je comprends bien, tu me dis si je m'arrête, pour toi, Vingegaard pourrait suivre Pogacar comme ça longtemps et il se sent relativement bien dans sa roue. Écoute, peut-être que la vérité, c'est qu'ils sont tout simplement au même niveau. Au même niveau, ok. Parce que c'est différent pour moi ça, et voilà. que tu me dises au même Non, niveau. mais Parce que si tu me dis. j'en suis pas si tu me dis convaincu. qu'ils Et j'en suis... sont- Moi, Non, j'en parce suis que pas. à ce moment-là, je partage, même pas, je partage pas l'avis, mais plutôt l'interrogation de certains dans le chat qui se disent, mais en fait, si il est aussi bien, pourquoi est-ce qu'il ne tente pas de l'attaquer? Mais c'est extrêmement bâtard comme question, et c'est pour ça que je te la pose pas directement, parce que, mais que je mets un peu le sujet sur le tapis, parce que j'ai l'impression on a vu le temps de montée, notamment dans Val-Louron, même si je trouve que c'est complètement débile de comparer les temps de montée de nos jours. Mais bref, passons. Juste pour dire que ça a été une étape encore extrêmement compliquée. Et je ne sais pas vous, mais ce qui nous frustre peut-être aujourd'hui et ce qui fait qu'on n'est pas en feu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de changement sur le classement général et parce qu'il n'y a pas de Français potentiellement qui s'immiscent dans les 3 premiers. Mais on est d'accord que le niveau de cette étape, encore une fois, est totalement démentiel. Avec des attaques à 70 bornes. Avant, on en voyait à 3 km de l'arrivée. Mais le niveau de spectacle de ce que propose ce Tour de France, mais moi, il me déboussole, en fait. Ouais, non, mais clairement, Joseph, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter quelque chose parce que je vois pas mal de commentaires dans le chat qui disent qu'ils n'aiment pas la manière de courir de Vingegaard et le fait que ça soit potentiellement, j'ai lu dans le chat que c'était un gain petit et qu'il suçait les roues de Pogacar. Les gars, il y a une semaine, au Granon, et grâce à lui, il fait l'étape du siècle. Et le matin du Granon, il vous dit qu'il va attaquer parce qu'il s'en fout de faire 2 ou 3e du Tour. Il veut le gagner, le Tour de France. Et c'est exactement ce qu'il a fait au Granon. Et il nous a donné l'une des plus belles étapes de ces 10 dernières années, voire la plus belle de ces 10 dernières années. Vingegaard est un coureur fantastique. Et maintenant, et aujourd'hui, il n'est plus dans la même dynamique, il n'est plus dans la même conjoncture qu'en début de Tour où il fallait faire l'écart sur Pogacar. L'écart, il est fait. Ça, clairement, il ne va pas prendre les risques, je suis d'accord avec toi. Voilà, il a Par pas contre, à prendre... ils ont connu ça, Jumbo, d'avoir 2 minutes d'avoir 1 minute d'avance pour le coup au dernier chrono. Et ils ne l'ont pas très bien vécu. C'est ça. Après, encore une fois, c'est tout le débat qu'on a avec Robin depuis une semaine sur tous les supports. C'est de savoir si Vingegaard est en capacité d'attaquer. Si oui, il fait peut-être une erreur, et ça on est d'accord tous les deux. Sinon, c'est juste qu'il n'est pas plus fort, mais moi je pense quand même qu'il a la latitude. On verra dans la haute montagne demain, mais je pense qu'il a la latitude pour lâcher Pogacar, encore une fois. Alors après, je n'en suis pas sûr non plus.
mais j'ai quand même cette impression visuelle en tout cas. Et Robin, je ne sais pas si c'est toi, mais je t'entends en écho du coup, vu que tu n'as pas de casque, je Ah, c'est m'entends un peu vrai? en écho, mais de très loin. De très Je vais loin. baisser un peu le son, ça devrait C'est très urbain, enregistrer. c'est bien urbain de ta part. Et, C'est mon daron qui dit ça, j'avais jamais entendu ça dans la bouche de quelqu'un de moins de 50 ans. et, et du coup, pour revenir sur ce duel, bah voilà, non, c'est ce que j'ai dit. Je pense vraiment, je reste intimement persuadé que Vingegaard est plus fort et que, encore une fois, ce genre d'arrivée convenait mieux à Tadej Pogacar. Aujourd'hui, j'ai mis des pièces sur Tadej Pogacar, j'ai gagné des sous. Demain, je pense que j'en mettrai sur Jonas Vingegaard, par exemple. Ok, je voulais quand même parler aussi de Birg et McNulty, les gars. Ils ont beau perdre des coureurs, t'as l'impression qu'il y en a toujours qui arrivent. Ils sont 3 en fait, mais ils arrivent à te faire la course. Ouais, c'est incroyable. Moi, je me suis demandé, Bjerg, qu'on avait quand même pas trop vu sur ce tour, je me suis demandé ce matin, parce que j'ai appris l'abandon de Maïka quand on est sorti de l'émission Winamax, donc on n'en a pas parlé ce matin. Et je sors et je me rends compte qu'il n'y a plus Maïka. Et je me dis à quoi va servir Bjerg. Est-ce qu'il va être dédié, entre guillemets, au contre-la-montre, c'est-à-dire essayer de faire un super chrono pour pouvoir donner plein d'indications utiles à Tadej Pogacar sur le chrono, ou est-ce qu'on va le cramer en montagne, quitte à ce qu'il ne serve plus à rien sur le chrono parce qu'il sera peut-être complètement rôti. Et bon, j'ai eu la réponse aujourd'hui. On l'a évidemment utilisé en montagne. Je pense que c'était le plus intelligent. Tu peux pas faire des plans sur le long terme en ce moment chez UAE. Donc, tu as un mec sous la main, faut l'utiliser. Et franchement, ouais, impressionnant. Et McNulty de la même manière. Alors, McNulty, je le mets un peu dans la catégorie Sepkus. Tu vois, il peut être très très fort. On l'a déjà vu, notamment autour du Pays Basque, notamment sur des courses d'une semaine. Mais on l'avait jamais vu, on l'a jamais vu encore sur un grand tour régulier du début à la fin. Et cette année sur le Tour de France, on l'a pas vu du début à la fin. Autant Rafał Majka, dans son rôle de coéquipier, il a toujours été là pour Tadej Pogacar. Autant McNulty, il y a eu des jours sans quand même. Et je me rappelle de l'étape de Megève, je crois, ou de l'étape du pas de Morgin, en tout cas, où dans le pas de Morgin, il est vraiment pas au top, McNulty, il est dans l'échappée, et c'est pourtant pas que des mecs dans l'échappée qui sont des énormes grimpeurs ou des mecs très en forme. Donc il m'a étonné aujourd'hui, et un peu comme Kuss hier qui était au top, il a eu son jour parfait aujourd'hui, je pense, McNulty, et je suis vraiment pas sûr que demain il nous fasse la même. Ah non, c'est clair. Enfin, je sais pas si tu veux que je rajoute un truc à ça, Joseph, mais Non, pas forcément. mais, T'inquiète, mais là, je vois pas ce que je peux rajouter de plus que ce que Robin vient de dire. Il fallait tenter des choses. UAE n'avait pas le choix aujourd'hui, et UAE, au-delà du choix des stratégies, avait même plus le choix des hommes. Donc, à ce petit jeu-là, ils peuvent se satisfaire pleinement d'avoir eu un Michael Bjerg à ce niveau-là. Il a été extraordinaire, Michael Bjerg, et à un moment où il fallait mettre des choses en place. Alors à ce moment-là, on pensait que c'était peut-être pour des grandes manœuvres de Tadej Pogacar. Le fait est qu'on roulait déjà peut-être à ce moment-là pour assurer au moins le fait que les coureurs du classement général se jouent la victoire d'étape. Parce qu'on a vu un Thibaut Pinot et Lutsenko qui avaient déjà fait une belle montée de l'Aspin et qu'il ne fallait peut-être pas leur laisser trop de temps. Donc finalement, vu le tir qu'ils se sont pris, surtout pour Thibaut Pinot, Lutsenko c'est quand même bien accroché. Finalement, en fait, il n'y avait pas trop de risques pour l'échapper aujourd'hui. Et juste sur Michael Birg, je vois que dans le chat, il y en a beaucoup qui ironisent sur sa performance. Vous avez tout à fait le droit d'avoir le doute sur Michael Birg. Simplement, j'ajoute factuellement que Michael Birg, à 21 ans, notamment sur son premier grand tour du Giro, avait notamment terminé une étape de montagne 3e avec une arrivée au sommet en première catégorie. Il avait été battu notamment par Ruben Guerrero et Jonathan Castroviejo. Il avait 21 ans et depuis, c'est un énorme rouleur, Michael Birg, qui a des références là-dessus. Je pense qu'il est capable, sur des séquences de 30 minutes, de passer des relais comme ça et de faire péter tout le monde si lui, derrière, il se gare complètement et de faire péter des mecs qui, eux, vont devoir gérer. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je pense qu'il ne le faisait pas et qu'on ne l'a jamais vu dans cette situation parce que ce n'était pas son rôle. Dans une équipe où il y a meilleur grimpeur que lui, forcément qu'il ne va pas avoir ce rôle-là. Après, voilà, j'amène juste ça. Voilà, 3 Il fait fois aussi un champion Tour de du monde France sport et 23. discret. Il fait aussi
Est-ce que c'est pas normal qu'il soit discret, étant donné que dans son équipe, il y en a d'autres qui ont Oui, ces oui, en rôles-là, montagne, si tu veux. évidemment, c'est normal, mais même sur des terrains qui lui convenaient mieux, même sur le contre-la-montre, par exemple, à Copenhague, il est quand même chez lui sur un exercice qui lui convient. Il n'avait pas été très bon. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un gros rouleur et c'est un peu comme Sepp Kuss qu'on n'a pas vu pendant 3 semaines et qui s'est pointé hier et qui a été énorme. Bon, on l'avait vu un peu sur l'Alpe quand même. Bien que c'est un peu ça, on l'a pas vu pendant 3 semaines. Aujourd'hui, il a été énorme, peut-être encore plus impressionnant que Kuss parce qu'on le connaissait pas aussi bon grimpeur. Après, je relativise aussi. Il a fait le tempo dans la roquette dans 6 ans. En effet, il a fait en sorte qu'il ne reste que 20 mecs dans le peloton, mais on a déjà vu des Tige Benoît, des Christophe Laporte, des coureurs d'autres équipes faire ce genre d'effort dans le passé, y compris sur ce Tour de France, où en fait, ce ne sont pas des purs grimpeurs, mais c'est des mecs qui peuvent encaisser quelques pourcentages pendant quelques kilomètres et qui en fait font un contre-la-montre. Michael Bjerg, il a fait un chrono et après, comme tu dis, il s'est garé et il termine l'étape à 25 minutes quasiment, enfin il termine quasi devant le groupe Eto, il termine. Donc moi je suis pas spécialement surpris dans le mauvais sens. Je suis surpris dans le sens il est bien sorti, il a eu une bonne journée le jour où il fallait, de la même manière que McNulty. Et tant mieux pour le spectacle de l'étape d'aujourd'hui. Après, si Michael Bjerg nous avait fait ça tous les jours de montagne de Tour de France, je me serais posé un peu plus de questions. Mais là, Mais voilà, finalement, c'est sa seule belle journée. juste qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de réactions, genre Birk, c'est impossible, on l'a jamais vu, et que vous aussi, vous sachiez que voilà, ceux qui ne le savent pas, c'est aussi un excellent rouleur. Ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, avec ça, vous faites évidemment ce que vous voulez. Vous avez l'avis que Après, vous souhaitez, mais bien on peut évidemment. donner notre avis tant qu'on veut. On n'a pas plus d'infos que. Enfin, on a tous regardé l'étape Oui, de c'est l'année sûr, dernière c'est devant la sûr. télé. Mais bon, après, bon voilà, dans ces moments-là, on n'a jamais d'infos, mais on a le droit après de douter de certains, voilà, d'en parler et de comparer en tout cas factuellement et d'amener factuellement ce que les coureurs ont fait, les profils qu'ils ont. La deuxième information de cette étape quand même, c'est Geraint Thomas qui termine quatrième à 2 minutes de Tadej Pogacar et qui verrouille, Robin, son podium en fait. Ouais, là, c'est réglé. Là, c'est Quasiment. réglé. Il a montré encore une fois que ce genre d'étape et de montée, ça lui convient. Alors qu'on pourrait croire sur le papier que Geraint Thomas, 36 ans, les gros pourcentages, c'est pas trop sa tasse de thé. Finalement, il t'a passé ça, il t'a bu ça comme du petit lait. J'ai pas été surpris, honnêtement, parce que depuis le début du Tour de France, c'est le Geraint Thomas qu'on voit, quatrième au Granon, troisième des favoris à l'Alpe d'Huez, fort Amande, fort hier dans le mur de Péguerre. Donc honnêtement, je m'attendais à avoir un Geraint Thomas à ce niveau-là. J'ai été plus déçu par exemple de la part de Nairo Quintana. Mais Thomas, il est complètement à sa place. On le sait depuis maintenant une petite dizaine de jours. Le troisième homme de ce Tour de France, c'est lui. Et on peut être frustré qu'il n'attaque pas. On peut être frustré que l'équipe Ineos, de manière générale, ne tente pas grand-chose. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, un Adam Yates a complètement craqué. Donc ça te montre que les possibilités étaient peut-être un peu limitées. Voilà, Pidcock aussi n'a pas été dans sa meilleure journée, c'était sans doute beaucoup trop dur pour lui. Donc moi franchement, je dis respect à Geraint Thomas qui sort un tour assez incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse avant le tour. Je l'imaginais bien, mais pas aussi bien. Et là, oui, comme tu dis, il a 3 minutes d'avance quasiment sur Quintana, donc le podium, à moins d'une chute, c'est assuré. Bah non, mais c'est clair. Geraint Thomas fait encore une étape magnifique. Je sais pas, et même encore dans le chat là, je vois des commentaires. Je sais pas vraiment ce que vous attendez de plus de Geraint Thomas. Il est à des années-lumière des deux extraterrestres devant lui, et il est bien plus fort que tous ses adversaires, pour le podium. Aujourd'hui, il a remis tout le monde à sa place. C'est exactement ce qu'on se disait ce matin. Geraint Thomas. Il va encore accentuer son avance sur les coureurs derrière et il va encore perdre du temps sur les coureurs de devant. Il a 36 ans, certes, c'est pas le plus flashy, certes, il est chez Ineos, et Ineos, on n'aime pas. Certes, il a déjà gagné un Tour de France qui n'était peut-être pas le meilleur des Tours de France qu'on ait pu suivre de ces dernières années. Je ne sais pas ce qu'on reproche, encore une fois, à Geraint Thomas aujourd'hui. Tu ne peux pas lâcher des mecs. À chaque fois qu'ils accélèrent, Vingegaard et Pogacar lâchent Geraint Thomas. Donc Geraint Thomas, je ne vois pas dans quel monde ce serait lui qui pourrait les lâcher. C'est ça, Après, Geraint Thomas, t'enlèves McNulty aujourd'hui, il fait troisième à Péragude, Robin aurait pris de l'argent, et tout le monde aurait trouvé ça parfaitement normal. Alors je peux comprendre qu'on n'aime pas le style, mais là encore une fois, ça dépasse, si c'est qu'une question esthétique, ça dépasse toutes les questions sportives. Parce que si on s'intéresse aux sportifs, oui, tu veux me couper la parole, Joseph, je t'écoute.
Non, mais parce que j'entends ton avis et je vais certainement pas me défausser face à ça parce que hier, effectivement, on a eu un gros débat. Et tu vois, par exemple, Polo, je viens de te partager, si tu peux le mettre à l'écran, le classement général actuel du Tour de France. Et si je me trompe pas, Geraint Thomas, cette année, n'a jamais attaqué. Comment ça, Vous me Geraint dites, Thomas n'a jamais attaqué? non, bah, cette année, Geraint Thomas n'a Si, jamais il attaqué. attaque dans le granon. Hein. Mais non, il attaque pas dans le granon. Il est jamais passé devant Jonas Vingegaard il a attaque dans le granon. Ah, d'accord, mais qui a fait ça? Qui a attaqué Alors, alors? regarde, Tadej Pogacar, il a attaqué. Ouais. Je descends jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous me dites un mec qui n'a pas lâché au moins une attaque pour attaquer le peloton des favoris. Mais il n'y a que Bardet qui l'a fait. Hein. Quand t'as Mais non, Quintana, par exemple, l'a tenté. Il se fait reprendre. Même Mas a tenté. Il s'est fait reprendre. C'est ça que je reproche à Geraint Thomas. C'est que pas une seule fois, il a au moins risqué quelque chose. Tu vas compter Après, l'attaque d'Henrik Mas. mais oui, je la compte pour te dire que Tu même vas ça, compter il les n'a pas échappées de essayé une Vlasov. seule fois. Même ça, il n'a pas essayé Mais une parce seule fois. on le laisse pas Après, faire, Geraint vous avez Thomas. entièrement raison. 36 ans, c'est un super résultat. Mais il a déjà fait premier du Tour de France. Il a déjà fait deuxième. 36 ans, je suis désolé. À 34, il va chercher une deuxième place. Moi, j'ai la sensation qu'il pouvait se mettre en danger. Mais ce n'était pas forcément Non, aujourd'hui. mais Joseph, Aujourd'hui, je juste, vois qu'il n'est pas capable. C'est plus hier. tu ne peux Aujourd'hui, comparer il que suit, c'est magnifique. tu peux comparer que jusqu'au 6e, 7e, parce que les mecs derrière, Vlasov, quand il attaque, c'est pour se replacer dans des échappées. C'est Ça déjà compte plus pas. la même course. Oui, mais Henrik Mas, c'est c'est plus la pareil. même course. Donc, Mais il y a tu vois, Bardet et même dans les Quintana l'ont premiers. fait, et Thomas Godun l'ont pas fait. Voilà, il y a moitié-moitié. C'est ça, Ah et si, encore. Godu, il a essayé. Quand ça? Godu, il n'a pas essayé une seule fois. Bah, Mais il n'a non. pas été Dans devant la tête. Pogacar et Vingegaard, non? Godu a jamais rien essayé. Il a pris un relais quand ça se regardait un peu hier dans le port de l'Air, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a pris un relais, derrière, il est à doigt de se faire sauter la caisse et de payer l'addition. Donc non, hier, il a pas attaqué. Il a pris un relais D'accord. un peu appuyé. Moi, hier, effectivement, j'avais le souvenir qu'il Mais, attaquait. mais peut-être. encore une fois, Ok. il a attaqué et puis attaqué. Moi, je veux bien. Ok, c'est sympa Ouais, il a tenté, d'attaquer. on est d'accord. Mais moi, je trouve pas. Franchement, si on dit qu'il a attaqué hier, dans ce Mais cas-là, tout le monde a même ça. attaqué. Mais C'est non, pas une pas attaque tout le hier. monde. Mais Non, mais bref, c'est un sujet débat. Mais clos. moi, c'est un débat qui vraiment qui Bah me ouais, tend mais c'est une parce question de que style, c'est une question de style de faire du vélo, de qu'est-ce que tu vas chercher, comment. Et la troisième place de Geraint Thomas, elle m'inspire pas grand-chose, c'est tout. bah écoute, tant pis, Joseph. Je Bah m'excuse oui, si le totalement. style de Geraint Thomas te Mais plaît pourquoi pas. toi tu t'excuses Bah si, t'as pas à t'excuser toi? mais non, parce que Geraint Thomas, tu s'excuseras pas, il aura bien raison. Lui, il Et va chercher je un lui demande pas podium. de s'excuser, Il ne, mais je vais pas. il ne J'aurais pouvait, préféré que quelqu'un d'autre finisse sur le podium, c'est tout. il ne Moi, ce que je pouvait pas retiens, faire c'est que mieux. par exemple, Geraint Thomas, il était là quand on a eu l'étape de dingue au Granon et que dans la descente du Télégraphe puis du Galibier, on avait le quatuor avec Roglic Vingegaard qui mettait des attaques à Pogacar. Et ben, il était là, Geraint Thomas. Et est-ce qu'il fallait pas mieux être là que derrière et de faire une attaque ensuite comme a pu faire de l'ordre, j'ai plus l'ordre de l'étape du Granon, mais voilà, est-ce que finalement c'est pas ça aussi de faire partie de cette étape-là, être Vingegaard, acteur sur cette Quintana, étape-là, c'est pas Bardet. ça aussi bien courir et faire une belle course? Ah, bien sûr que c'est bien courir, c'est aller chercher une belle troisième place, mais je trouve que quand tu es autant assuré quasiment de ton podium, il aurait pu, tu vois, aujourd'hui, typiquement, à un moment, il est lâché dans un groupe avec Bardet. Bardet attaque dans ce groupe-là, et en fait, Geraint Thomas, sur 500 mètres, il va chercher sa roue et il lui suce la roue. Mec, si tu as quelque chose encore dans le caisson, fais sauter Bardet, fais ta course et essaie de faire C'est ce quelque qu'il a chose, fait. mais ne va pas répondre aux attaques de Bardet qui est à 400 mètres. Mais ça veut dire qu'il avait quelque chose en fait dans le caisson et qu'il a attendu l'attaque de Bardet pour y répondre. Il met une Alors il 30. répond. Mais comme vous dites, podium, bravo à lui. Mais bon, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est une question de style. Encore une fois, chacun C'est jamais ce qu'on son avis préfère. là-dessus. Moi aussi, je préfère un gars qui attaque mais tous voilà. les jours. Hein. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas Euh, de chose à lui reprocher. Joseph, tu as un problème avec ton internet, je pense, parce que tu es en décalé, on te voit saccadé, on te voit flou. Ouais. Je suis inquiet pour toi. Je ne sais pas si c'est la faute de Geraint Thomas, ça aussi. Mais en tout cas, ça ne me rassure pas pour la fin de ton étape du jour. Non, mais de toute façon, pour Geraint Thomas, on ne va pas paraphraser ce qu'on a dit hier pendant 20 minutes. Il n'y a pas d'éléments supplémentaires à rajouter, si ce n'est qu'aujourd'hui, il a encore prouvé qu'il était largement plus fort que Bardet à la pédale et plus fort que tous les autres, et surtout bien moins fort que Vingegaard et comment il s'appelle, et Pogacar. Donc,
bout d'un moment, encore plus aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est pas le bonjour, encore plus qu'hier même, je trouve. Alors que Joseph est fâché, Joseph est parti. Joseph est frisé. Joseph est parti, il en avait marre, donc on va continuer sans lui. Robin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un avis sur Geraint Thomas? Non, plus sérieusement, moi j'ai vu au-delà de ça, tiens, je fais une petite aparté pendant que Joseph n'est pas là. J'ai vu encore des commentaires sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est le jeu du Tour de France qui veut ça, qui veut un public nouveau, un public à qui parfois on promet des choses qui ne sont pas réalisables ou même rêvables. Encore une fois, aujourd'hui, on reproche des choses à David Gaudu, on reproche des choses à Romain Bardet. Encore une fois, on reproche des choses aussi à Geraint Thomas. Je ne sais pas si c'est ce début de tour et le fait qu'on assiste quand même à un des tours les plus spectaculaires depuis très longtemps, qui fait que tout le monde est sans dessus-dessous et que tout le monde veut voir des envolées extraordinaires, veut voir des attaques, des contre-attaques, des performances, des coureurs qui connaissent des défaillances, etc. Non, c'est pas ça. Le cyclisme, c'est aussi être très pragmatique. Quand tu joues le classement général, c'est aussi être très pragmatique. Parfois, il faut faire avec des jours sans. Parfois, il faut faire avec des adversaires qui sont plus forts que toi. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et encore une fois, aujourd'hui, reprocher à Gaudu de faire les résultats qu'il fait alors qu'il est aux portes du top 4, c'est quand même assez aberrant. Reprocher à Bardet d'avoir perdu du temps hier, c'est aberrant. Moi, il y a beaucoup de mecs qui seront finalement très contents avec ce qu'ils risquent d'avoir. Geraint Thomas sera très content de faire 3. Nairo Quintana et David Gaudu, si ça reste comme ça, seront très contents de faire top 5. Menties sera très content de faire 7e. Voilà, il y a quand même un bon paquet de coureurs. Bardet, je ne sais pas comment il jugera son Tour de France s'il fait 6e, mais il y a quand même un bon paquet des mecs du top 10 qui seront très contents d'être à la place où ils sont. Il y aura quelques déçus forcément, mais il y aura beaucoup de positifs. Non, mais c'est clair, tu vois, Gaudu, on en parlait dans la preview qu'on a faite, avant même ce début de tour, etc. On a dit, Gaudu... Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend, Jo, mais en saccadé encore. Enfin, là, t'es frisé. Ah, quoique. Non, c'est bon, là. T'avais juste bugué. Non, ça a l'air d'aller mieux, Joseph. Je dérange ? Non, tu déranges pas. Monsieur Harrer, je dérange ? Non, me dire tout de suite ? Moi, je donne la liberté d'expression et le droit à la parole à tout le monde dans cette émission. Et non, mais plus sérieusement, pour Joseph, tu as peut-être raté, mais on parlait des Non, j'ai tout entendu, monsieur, j'ai tout entendu, j'ai tout noté. C'est un scandale. Mais bien évidemment, tu as raison, mais c'est juste que de temps en temps, je pense qu'on a aussi le droit d'avoir même si ces mecs-là sont dans un autre monde que le nôtre et que c'est pas la performance de fond que je gère. C'est bien sûr que je sais que ce qu'ils font, je le ferai jamais un dixième de ce qu'ils font, mais la finalité, c'est que tu finis par juger par un moyen ou par un autre. Donc, oui. Mais là, on parlait plus des commentaires sur les performances des uns et des autres, parce que Robin, toi, tu disais que les coureurs se satisfaisaient de là où ils vont être. Et puis c'est surtout, comment dire, c'est pas à nous de juger tout ça. Je pense que les coureurs, ils font ce qu'ils peuvent. Surtout au bout d'un moment, on reproche à Vingegaard de ne pas attaquer, Pogacar, comme le dit Robin. Peut-être que Vingegaard fait ce qu'il peut. Pogacar, Moi, je lui reproche de ne pas attaquer s'il peut et qu'il ne le fait pas. C'est ça. Pogacar, s'il n'attaque pas dès le col d'Aspin et qu'il n'arrive pas à lâcher Vingegaard quand il le fait, c'est parce qu'il ne peut pas faire plus. Il faut que les gens aussi comprennent ça. C'est assez fatigant. J'arrête de parler de ça, mais franchement, parfois, les commentaires, c'est chiant, quoi. Tu vois, d'un côté, tu as ces gens-là, d'un côté, tu as ceux qui parlent de dopage. Dès qu'il y a un com qui tombe, dès qu'il y a un com qui tombe sur un col, c'est un peu fatigant, quoi. On avait un peu évité ça depuis le début de ce Tour de France. Là, c'est chiant. Les commentaires sur Thibaut Pinot, on peut parler de la stratégie, de la sienne, de la stratégie Groupama autour de lui, autour de son rôle vis-à-vis de David Gaudu, ça on peut en parler. Mais de reprocher à Thibaut Pinot de finir loin derrière et d'exposer comme il a fait alors qu'il est juste complètement mort et hors de forme, encore une fois, merde, quoi, les gars, un peu de retenue, quoi. C'est pas vos toutous, les mecs. C'est des mecs qui sont là pour faire la course et qui donnent leur maximum pour leur équipe, pour eux-mêmes ou pour la beauté, le spectacle de ce Tour de France. C'est vraiment fatigant. Voilà. Merci à vous. Je reprends la parole plus tard.
Est-ce que tu vas la reprendre pour parler de Lutsenko quand même, qui finit 5e de l'étape? Les gars, non. Lutsenko. Bah non, mais franchement, pour le Qu'est-ce coup, que tu veux le que je mec, il fait raconte sur 74 Lutsenko? Non, Joseph, mais gros, il fait 74 kilos, il va faire son deuxième top 10, frère. Perd 5 kilos, joue les classements généraux et tu peux devenir un coureur hyper intéressant. Je sais pas, moi, il fait des perfs incroyables, magnifiques. On n'a même pas envie de parler de lui Ouais, après parce aujourd'hui, il que anticipe à un peu, cause de ça. mais ouais, c'est vrai que Mais ouais, mais qu'il fait une il belle étape. anticipe autant que Pinot. Hein. Il Oui, anticipe oui, autant tout que à fait, t'as Pinot. raison. Hein. Non, non, mais Pinot, il est été costaud. il est plus fort que Thibaut Donc Pinot non, vous aujourd'hui. voulez pas parler de lui, j'ai Mais compris. si, Ok. mais si, Non, c'est mais vrai qu'il a justement, été on vient de le ultime au faire du Granon coup. aussi, t'as raison. On vient t'as de le raison. faire. Ouais, on vient de le faire. Qui dit Non, mais on Ok, pouvait bravo parler à de Bardet une Lutsenko. minute quand Et même. voilà le Didimer bleu. Ah, Bravo mais à lui. sérieux, Non, à mais ce là ils ont des mecs qui finissent 5. il s'est bien accroché aujourd'hui. Il fait une belle étape. C'est pas facile pour lui sur ce Tour de France parce que il est quand même pas aidé par son équipe et par l'environnement ambiant autour d'Astana. Franchement, là pour le coup, on peut vraiment saluer son abnégation. Il s'est toujours accroché pour faire un bon top 10 et pour faire un bon résultat comme il avait fait l'an passé. J'y croyais pas, mais tu vois, au jeu de l'anticipation, avec un mental à toute épreuve, et ben on voit qu'il est capable de faire des bons résultats. Après, de là à dire beaucoup plus sur lui, je t'avoue que je ne pourrais pas. Voilà. Mais c'est déjà un avis Il a encore... très fort. Bravo, Plo. Merci. Ah, mais Joseph, tu Excusez-moi, j'ai bugs. adoré parler football Joseph, avec tu vous. bugs de ouf. Euh, C'est incroyable. On va croire que c'est moi. Mais non, mais pourquoi je On va Là, croire... c'est bug? revenu, c'est revenu. Voilà, c'est revenu, c'est revenu. On va croire que c'est moi qui te censure, Joseph. C'est terrible. On en est là, quoi. Eh ben, je crois, on va pas croire, on le sait, Joseph et ses on sait mauvaises qui tu es. ondes. C'est vraiment ça. Parlons des Français, les amis, avec un Bardet qui fait une belle étape. Juste après, j'ai pas trop compris pourquoi Leknessoun n'avait pas vraiment attendu à Val-Lauron, mais C'est Bardet globalement, qui lui dit. Bardet D'accord, lui ok. dit qu'il se sentait pas dingue. Il a attaqué dans l'aspin, Bardet. Ah Il a bah dit voilà, qu'il avait payé ensuite. j'avais pas cet élément. Il a mis du temps à se remettre de cette attaque, à se refaire la cerise. Il s'est finalement bien remis dans la fin d'étape, puisque il fait 6e, c'est ça? Et il reprend du temps à beaucoup de monde. Il reprend 3 places au général. Donc très, très, très belle affaire de Romain Bardet. Le truc, c'est que ça va quand même lui donner un peu moins de latitude pour l'étape de demain. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'était notamment d'essayer d'aller chercher l'étape. Ça ne l'a pas fait. Et en fait, dans son opération, il se replace assez bien en général pour que demain, on ne le laisse pas trop filer, quoi. Donc, c'est peut-être un petit peu embêtant. Mais ça montre que d'une journée sur l'autre, tu n'es pas pareil. Et franchement, cette lutte pour les places de 3, non plus de 3, mais on va dire de 4 à 6 aujourd'hui, puisqu'on a eu des défaillances au coup par coup. Il y a Yates qui n'est plus dans cette bagarre, Mas n'y est plus non plus. Ils y ont été à un moment, mais il y a vraiment des rebondissements à chaque fois. La hiérarchie n'est jamais la même jour après jour, même dans l'étape. Tu te dis, il y a un moment, Quintana, il est en train de suivre Vingegaard et Pogacar. C'était assez quand même incroyable. Il était vraiment le quatrième en montagne à ce moment-là, un peu comme ces derniers jours. Et puis ensuite, tu as l'impression qu'en fait, il s'est fait péter la caisse quand il a fait ça et qu'il l'a payé plus tard pour finir finalement par perdre des secondes sur David Gaudu, qui était à un moment bien loin derrière. Donc c'est marrant comme la hiérarchie dans ces places-là peut vachement bouger en quelques heures ou en une étape ou deux. Ça donne une course forcément très intéressante, même si là, au classement général, ça commence à se clarifier un peu. Tu as quand même une lutte Quintana-Gaudu et Bardet un peu plus loin malgré tout. Bardet qui va se bagarrer, je pense, avec Meintjes et Vlasov potentiellement. Surtout Meintjes qui fait une belle étape encore aujourd'hui, qui arrive dans le groupe Gaudu. Donc franchement, belle étape des Français, même si pour Gaudu, moi, ça m'inquiète un peu sa manière de faire. Il me rassure pas en fait. Le fait d'être régulièrement lâché avant les autres et ensuite de galérer, de finir par revenir quasiment à chaque fois, ça on est d'accord, mais en fait ça me rassure pas. Je me dis, il est quand même très dépendant de ses coéquipiers. Aujourd'hui, c'est Madouas une nouvelle fois qui fait un effort de dingue. Il est Qui fait énorme, une Madouas, étape de sur ce Tour dingue. de France. Hein. Ouais, franchement, aujourd'hui, il est incroyable. C'est pas la première fois qu'il sauve un peu les fesses de David Gaudu. Voilà, je me dis que s'il fait 5e du général, Gaudu, s'il passe les encombres demain et qu'il fait 5e à Paris, ce sera vraiment très bien parce qu'il aura eu chaud quelques fois. Et voilà, il faudra, je pense, travailler là-dessus parce que moi, je sais, des fois, je me dis, bon, bah là, aujourd'hui, quand Gaudu est lâché, je me dis, ah, bah là, c'était le jour de trop, quoi. Et finalement, non, il arrive à revenir. Quintana, qui était loin devant, il le reprend. Tous les autres avec. Et finalement, il perd pas de temps sur ceux qui sont derrière lui au classement, à part Bardet. Ouais, moi, tu as mis le point sur quelque chose, Robin, qui est intéressant. C'était déjà le cas au Granon, ça l'est encore aujourd'hui. La proéminence
hyper importance de ses coéquipiers, et notamment de Valentin Madouas. Encore aujourd'hui, je pense que si Madouas n'est pas là, il ne finit jamais dans ce petit groupe. Menkis, Vlasov, Quintana, Nick Schulz, etc. Je pense qu'il finit beaucoup plus loin. C'était déjà le cas sur le Granon. Le Granon, il l'avait dit lui-même. Il a une équipe fantastique autour de lui. Alors, on peut parler de Thibaut Pinot, et je pense que c'est même pas. Je pense que même ça, c'est un faux débat. Mais autour de ça, tu as une équipe vraiment très forte, très soudée autour de lui, et qui le sauve. Encore une fois, il a du mal. Il tape contre les montées à chaque fois. Il est toujours lâché au début. C'était le cas sur l'Alpe aussi, même si sur l'Alpe, ça lui coûte un peu plus cher. Il a un souci avec ses débuts de col à chaque fois. Et tu le vois encore une fois sur Péragude, où c'est quand même, ça a l'air d'aller mieux au fil des kilomètres. Alors après, il n'est pas aidé par les gros ratons qu'il y avait dans son groupe. Et là, Quintana, Dieu sait que j'aime pas appuyer sur le fait que c'est quand même quelqu'un qui suce les roues. Là, le fait est qu'il l'a clairement fait. Pour le coup, il l'a clairement fait. D'ailleurs, Gaudu aura cette phrase en conférence de presse, enfin, après l'arrivée, en disant: oh là, toi, mon coco, t'as pas donné un relais quand j'ai accéléré, et tu m'as attaqué à 2-3 km de l'arrivée. Toi, c'est sûr que je vais te faire sur la ligne d'arrivée. C'est ce qu'il a fait, donc c'est cool. Ça va nous donner un beau duel, une belle rivalité du coup pour la 4e place. Mais par contre, là, je te rejoins, Robin. C'est pas rassurant. Demain, il n'y aura pas le droit à l'erreur, parce que demain, l'image du Granon, demain, si t'es pas bien, ça peut être catastrophique. Otakam, c'est long. Otakam, c'est dur. Et Otakam, on va pas l'attendre devant. Et Otakam, je suis pas sûr que Valentin Madouas soit encore là pour l'aider. Je suis pas sûr que Thibaut Pinot, avec sa forme, soit capable de l'aider. Kevin Geniette, c'est dommage, mais il est malade. Et derrière, même Storer aujourd'hui n'était pas au niveau où on l'avait vu dans les Alpes. Donc là, David Gaudu a un très beau coup à aller chercher pour la fin de ce tour, une belle 4e place à aller chercher. Ça passe ou ça casse demain, et j'espère que ça va passer, mais c'est quand même pas rassurant, comme dit Robin. Classement général, Polo, pour faire le point sur la suite du Tour de France de manière très claire sur les enjeux de la fin du Tour de France. Après cette étape, il en reste donc une extrêmement dure. Après, il y a Cahors, après, il y a le contre-la-montre, puis les Champs-Élysées. Juste du coup, pour voir que sur ce classement général, la place de 1 et de 2, il va y avoir duel potentiellement, mais ce qui est sûr, c'est presque sûr, hein, je dis bien presque sûr parce que c'est pas sûr, mais Geraint Thomas a l'air d'avoir verrouillé la 3e place. Duel entre Nairo Quintana et Gaudu, 4 secondes seulement entre les deux. Effectivement, comme tu le dis, Paul, il va y avoir duel. Derrière, on a un duel pour la 6, 7, 8 entre Bardet, Meintjes, Vlasov. Bardet a 3 secondes d'avance sur Meintjes. 32 entre Meintjes et Vlasov. Donc là, ces trois-là, potentiellement, en plus, c'est à peu près les mêmes niveaux en contre-la-montre. Meintjes peut-être un peu mieux, mais en Vlasov, gros, Vlasov, c'est un peu mieux en chrono. en gros, on a Vlasov peut-être un peu mieux que Meintjes, un peu mieux que Bardet. C'est un peu ça la hiérarchie. Mais il va y avoir duel, en gros, avec demain potentiellement du mouvement entre ces trois-là. Adam Yates a pris un gros tir aujourd'hui, à voir si, mais il a l'air d'avoir quand même un matelas pour la 9e place. Et par contre, pour le top 10, on peut avoir un duel entre Mas et Lutsenko, même si Lutsenko semble avoir la dynamique et l'avantage du rouleur, avec 15 secondes d'écart entre les deux. Voilà pour les enjeux de la suite. On va continuer à en parler, bien évidemment, sur la preview de l'étape d'Otakam. Juste avant, on fait un point sur la fantasy Discord, les amis, pour voir un peu où on en est. Du coup, j'ouvre Discord, je ne l'avais pas encore fait, pour voir où on en est. En attendant, Robin, t'en es où, toi? Moi, je suis rentré dans le top 10 aujourd'hui, Joseph. Allez, Toff vient de mettre le classement dans le chat. Merci beaucoup, Toff. Franchement, aujourd'hui, j'ai mis Quintana. Donc, j'aurais pu faire un petit peu mieux. Bon, je pense que le gros coup à faire aujourd'hui, c'était McNulty, parce que quasiment personne ne l'a joué jusqu'à maintenant. Les Pogacar, Vingegaard, ils ont déjà été joués. Moi, je crois que j'avais Bardet à jouer. 10e. Ouais, je pouvais jouer Bardet, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur après l'étape d'hier qu'il prenne un nouvel éclat, alors que j'avais pleine confiance en Nairo Quintana. Mais finalement, voilà, ça s'est pas passé comme j'avais imaginé, mais je sauve les meubles, je prends pas trop cher. Apparemment, devant moi, il y en avait aussi qui ont un peu galéré à prendre un coureur. Donc voilà, je gagne une place, mais le top 10 est
est pas assurée, hein, parce que j'ai 229 et la 11e à 234. Donc voilà, il va falloir être bon sur les Tu derniers jours. regardes derrière, quoi, plus. Tu Ouais, regardes plus derrière que devant. C'est ça oui, que parce tu que me moi, dis. j'espère me maintenir dans le top 10. Hein. Non, mais ça se défend. Hein. Ça te plaît ce comportement, Joseph? Je vais pas, en tant Non, j'ai pas. En fait, qu'Albert Torres de la fantasy, autant Guerin Thomas, il a déjà gagné le tour, mais moi, j'ai jamais gagné la fantasy. Donc, voilà, franchement, non, mais, un premier top 10, ce serait quelque chose déjà. Je suis un peu plus en mode David Gaudu. Non, mais arrêtez, en plus, je vais passer pour un hater de Guerin Thomas, alors que j'aime beaucoup, mais c'est juste qu'il me fait pas trop kiffer sur ce Tour de France, je vais pas mentir non plus. Léo, tu restes leader, tu as mis le 10e de l'étape du jour, tu as mis Nairo Quintana. Arthur, tu as mis le 12e de l'étape du jour avec Henrik Mas, tu restes 2e. On a un changement de 3e. Lucas était 3e. C'est désormais Pérou qui passe 3e. On revient sur le podium, Pérou, ouais. Qui était sur le podium en cours de Tour de France et qui s'est accroché. Et qui était 4e, hein, qui repasse devant. 192 qui a désormais 202. Et donc, il avait mis Quintana aussi. Par contre, Lucas qui en avait 191. Désormais, il est 8e. Il a pris un tir, 222 points. Donc, tu as dû mettre le 29e. Donc, tu as mis Bauke Mollema, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, pas le meilleur choix. C'était costaud, ça. Hein, c'était risqué, mais tu as tenté l'échapper, apparemment. C'est clair. On va aller chercher les maillots. Si je ne me trompe pas. Donc, voilà, dis-moi si. Ouais, effectivement. Donc, voilà, on passe du coup à l'étape de demain, les copains. Pour voir du coup Lourdes-Hautacam. Et pourquoi pas un miracle, les amis, en partant de Lourdes, on peut l'espérer. Avec un grand spectacle, et oui, un grand spectacle incroyable, en tout cas qui serait dans la lignée de ce Tour de France complètement dingue. Et donc on passe quand même des très beaux cols. Le col de l'Aubisque, qu'on connaît bien évidemment, 16 bornes, 7 km, voilà le profil. Franchement, la deuxième partie est extrêmement compliquée. Donc, on voit que c'est 7% de moyenne, mais qu'en fait, sur la deuxième partie, est presque sur 8 bornes, c'est plus du 9% de moyenne sur la deuxième partie et pendant longtemps, parce que la première partie du col est plus difficile. Ensuite, du coup, comme vous voyez, on a le col de Spandel. Le col de Spandel, c'est inédit. Donc, on va voir un peu ce que c'est, mais c'est là aussi un col relativement compliqué, avec des passages à 10%. Et puis plus de 10 bornes, donc largement le temps d'être fatigué. Alors on monte pas très haut, hein, comme toujours dans les Pyrénées, contrairement aux Alpes. Et enfin le Hautacam, du coup, Hautacam avec 14 bornes, et notamment ce passage entre 7 et 11 bornes, qui est en noir, tout simplement, qui est des passages horribles. Plus de 11% sur 1 km en moyenne, ça c'est incroyable. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est est-ce que c'est un terrain, c'est un beau terrain de jeu? Moi, je pense qu'est-ce qu'on voit demain, les gars? Qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'aujourd'hui, du coup, victoire des favoris. Ouais, ça oui, victoire des favoris, mais tu vois, UAE, aujourd'hui, ils ont beaucoup donné et je pense qu'ils n'auront pas autant à donner demain. L'équipe Jumbo-Visma à voir, c'est que c'était pas ouf aujourd'hui, donc peut-être qu'il sera mieux demain. Mais franchement, ça me paraît compliqué d'avoir des attaques dès l'Aubisque. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ce col, que j'ai grimpé comme Hautacam. Mais voilà, j'ai peur quand même que ça se joue dans Hautacam et au mieux dans Spandel. Tu vois, si Pogacar joue le tout pour le tout dans le col de Spandel en se disant voilà, c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas si certains connaissent la descente du col de Spandel, qui du coup, vu qu'elle est inédite, on n'a pas encore eu l'occasion de la voir. Peut-être que certains sont du coin et peuvent nous dire, mais après Pogacar en descente, ça n'a pas l'air d'être ce qu'il préfère faire. Il a expliqué lui-même, il a dit franchement, je ne suis pas spécialiste des descentes, donc les attaques dans les descentes, voilà, je tente, mais c'est pas non plus, je ne suis pas Matej Mohoric. Donc, est-ce qu'il va le retenter? Je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est comment il n'y a pas de plaine à partir de l'Aubisque. Mais voilà, j'ai du mal à imaginer qu'il se passe des énormes dingueries et je pense quand même qu'on aura une explication dans Hautacam où Pogacar doit miser peut-être sur une défaillance de son adversaire. C'est déjà arrivé. Hein. Andy Schleck a eu une défaillance dans Hautacam en 2008. Il y en a eu d'autres qui ont eu des défaillances cette année sur le Tour de France. Bardet, Pogacar lui-même. Donc peut-être qu'il croise les doigts. Après, j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins entre ses mains. Amédou, il dit descente avec des graviers, quelques virages, mais sans plus. Descente avec des graviers quand même. Hein.
Ouais, il paraît que voilà, de ce qu'on lit dans le chat, les routes sont mauvaises et la descente est assez technique. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien cette étape. Ce serait criminel de dire qu'on n'aime pas ce genre de profil. Euh, D'autant plus que c'est la dernière chance. Donc si on se fie aux déclarations de Tadej Pogacar, il doit tout tenter. Là, il n'y a plus de question de je ramène une victoire d'étape pour mon équipe, remercier mon équipe, etc. Des victoires d'étape, tu en as 3 sur ce Tour de France. Donc mon coco, tu es gentil. Mais là, tu t'accroches à ce que tu as dit. Tu es venu pour gagner le Tour de France. Tu as dit que tu préférais tout perdre que de ne pas essayer pour le gagner. Je te conseille de ne pas attendre au Takam ou au moins de tester dans Spandel, même si au Takam, à l'image de ce qui s'est passé dans le Granon il y a maintenant une semaine et demie, au Takam, tu peux faire des écarts. Si Vingegaard n'est pas bien, Pogacar, s'il attaque, il peut aussi créer des écarts. Donc c'est là où je peux aussi rejoindre Robin. C'est que tu peux, au vu des formes des uns et des autres, et surtout des deux leaders, tu peux te dire qu'il faut miser demain sur une défaillance de l'un ou de l'autre, et dans ce cas-là, Otakam peut suffire. Mais je ne sais pas, quand on voit les capacités de Vingegaard notamment, si c'est bien servir le dessin de Pogacar que d'attaquer dans l'obisque et de tout faire péter, sachant que quoi qu'il arrive, tu vas te fatiguer et tu auras Vingegaard sur le porte-bagages. Peut-être que la stratégie, c'est de mettre une attaque nucléaire sur Otakam et de le sortir de ta roue et de faire le tempo vraiment jusqu'en haut. Il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à UAE, il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à Tadej Pogacar, à voir ce qu'il choisit, à voir ce qu'il peut choisir, à voir ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, je m'attends quand même à du grand spectacle demain, quoi qu'il arrive. Et donc voilà pour l'étape de demain qui est quand même très belle avec quelques points qui seront donnés. Aujourd'hui, on a vu quand même au début une bagarre pour le maillot à pois. Je vais le remettre d'ailleurs ce classement actuel du maillot à pois. Simon Geschke ça va être chaud pour Geschke parce que demain il y a 20 points à prendre à Otakam. 50 donc 64 points. Et j'ai l'impression, les gars, que Tadej Pogacar est allé faire les points quand même. En haut de Val-Louron. Son attaque a l'air incisive et puis derrière il coupe en début de descente. Il est à 46 points aujourd'hui. Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller chercher un nouveau maillot à pois en voyant que il est à portée et qu'il a bien envie de montrer seul quand même sur le podium aux Champs-Élysées? Là, je pense que naturellement, alors je ne sais pas si c'est un objectif assumé dans sa tête ou pas. Je pense que ça doit être un peu dans le 50 de sa tête aussi. Le maillot à pois, c'est quand même pas rien, même s'il n'est pas venu pour ça. Le fait est que je pense que naturellement, il va le prendre demain. Ça dépend si Geschke réussit à prendre des points à l'Obisque. Ouais, demain, tu as quand même 50 points à prendre. S'il passe en tête à l'Obisque, c'est réglé. Pogacar a 18 points de retard. Hein, du coup, si je compte bien et surtout, regarde Vingegaard aussi. Hein. Vingegaard qui a encore moins de retard. Il a 12 points, je crois. Et Vingegaard a moins de retard. C'est vrai, j'avais même pas vu. Tu vois, j'ai même pas vu la deuxième place. Le scénario de rêve, ce serait que Thibaut Pinot prenne l'échappée, qui passe en tête de l'Obisque et de Spandel, qui prennent des points et qui résistent à Pogacar et à Vingegaard pour aller chercher les points en haut. Parce que là, il a 33 points. 33 points. Il gagnera au Takam, il sauverait le Tour des Français, il sauverait son honneur, il laverait l'affront de tout ce qu'on peut lire sur lui depuis quelques jours, et en plus, il prendrait le maillot à pois. Alors là, je peux te dire que sur les Champs-Élysées, ça tombe bien, j'y vais, et on y va dimanche, mais par contre, j'irai nu cette fois s'il fait ça. Voilà, je préfère. Par contre, 34 points. 34 points, ça veut dire qu'il doit passer en tête de l'Obisque et prendre 40 points en gros, minimum, et que Geschke ne finisse pas dans les 2 premiers cols, parce qu'il finira pas, ça risque d'être compliqué pour Geschke, mais en gros, il faut que Pinot passe premier sur Obisque et sur Spandel. Même pas Spandel, c'est en première catégorie, donc il prendra un peu moins. Faut qu'il Pinot, pour aller chercher le maillot à pois, je suis désolé Polo, faut qu'il termine. Faut qu'il gagne l'étape. Il faut qu'il gagne l'étape, oui. Et qu'il passe en tête aux 2 premiers, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de point doublé. Tout à fait. Mais oui, dans le chat, voilà, soyons réalistes avec la forme de Thibaut Pinot. Ce serait. Polo n'a pas pris trop de risques sur l'histoire de tout nu. Ce serait vous mentir que de dire que j'y crois réellement. Après, si vous lui demandez gentiment, il peut se mettre tout nu.
C'est quelque chose d'envisageable. Mais après, il faut Hmm. dire Polo tout nu sur les champs, si Pinot fait top 5 au maillot à pois. Voilà. Non. Déjà, j'aimerais bien voir un Thibaut Pinot à réaction, entre guillemets, à l'orgueil, au moins pouvoir essayer d'aider proprement David Gaudu, si David Gaudu a un coup de moins bien et que Thibaut Pinot est bien. Voilà, je ne lui demande même pas de gagner une étape. Il n'a clairement pas la forme. Ça commence à devenir compliqué pour terminer ce tour pour lui, clairement. Voilà, alors après, peut-être qu'il va réessayer demain, peut-être qu'il va nous gratifier d'un raid dont il a le secret. Je suis beaucoup Pas moins sûr. optimiste qu'au début de ce Tour de France. Ouais. Donc voilà pour l'étape de demain. Passons à la rétro de Robin aujourd'hui qui va revenir dans les années Indurain, si je ne me trompe pas, Robin. Exactement. Donc c'est à ton tour, maintenant que j'ai mis la photo où on voit Indurain avec le magnifique maillot Banesto Aluminium de Reynolds notamment aussi. Donc Robin, c'est à toi. Ouais, On t'écoute. ceux qui étaient là hier et très attentifs savaient de quoi on allait parler aujourd'hui, mais ceux qui n'étaient là qu'aujourd'hui n'en ont aucune idée. Donc c'est la surprise, puisqu'on n'a pas fait de sommaire en début d'émission. Bravo pour d'avoir gardé la surprise, Joseph. J'apprécie tout particulièrement. On va parler en fait de Val-Louron, qui est l'endroit où Miguel Indurain a endossé son tout premier maillot jaune sur le Tour de France. C'était en 1991. Pour replacer un petit peu dans le contexte, l'année précédente, en 1990, Banesto, qui avait pris la suite de l'équipe Reynolds, s'était trompée de leader. Elle avait misé sur Pedro Delgado, qu'on voit sur la photo à droite, maillot jaune, ça c'est en 88, ancien vainqueur du Tour, donc Delgado, dont on a parlé hier. Je vous invite à aller sur YouTube si vous voulez voir cette rétrospective. Et donc, l'équipe Banesto s'était rendu compte en cours de route qu'elle aurait dû miser sur Miguel Indurain, qui était au-dessus. Ça avait été criant notamment à l'arrivée à Lussardiden, le jour où Delgado avait perdu tous ses espoirs de classement général, alors qu'Indurain, lui, avait gagné l'étape. Mais il était un peu trop tard pour faire machine arrière. Donc, il a fallu attendre 91 pour que Banesto revienne un peu sur ses décisions, change son plan et parle d'un leadership partagé entre Delgado et Indurain. On ne met pas encore tous les œufs dans le même panier, on ne mise pas tout encore sur Miguel Indurain. C'est la course qui décidera, disait le manager José Miguel Echavarri, le manager historique Oh là, de Miguel Indurain. tu parles pas espagnol souvent, toi, dans la vie? Ça arrive. Et Indurain Ah, s'apprête à fêter ses 27 ans cette année-là. C'est déjà son 6e Tour de France. Il a déjà fait 6 Tours de France, pardon, c'est le 7e. Donc c'est assez dingue de se retrouver placé leader après autant d'années comme coéquipier, comme lieutenant. Mais l'incertitude finalement autour du leadership va durer assez longtemps parce que ce Tour 91, il est très particulier. Il n'y a pas de grosse étape de montagne, il n'y a pas d'étape en altitude lors de la première moitié du Tour. Et finalement, les cols se font attendre jusqu'à la 12e étape. ouais, et donc, Tom commence à en parler dans le chat. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est à Val-Louron, lors de cette 13e étape, que la bascule se fait, c'est ça? Ouais, exactement. C'est une étape de fou furieux. Je vous donne le programme. C'est 232 km avec les cols du Pourtalais, de l'Aubisque, du Tourmalet, d'Aspin et la montée de Val-Louron. Donc, sacré programme. Indurain s'envole avec Claudio Capucci dans le Tourmalet. C'est le moment crucial de Le cette beau étape. Capucci. Exactement, on voit là, ils sont à deux, le maillot Carrera de Capucci et les belles lunettes aussi. Greg LeMond ne peut pas y aller à ce moment-là, alors que c'est lui le vainqueur sortant du Tour de France, qu'on présente encore comme un favori à sa propre succession au départ. Il s'accroche, l'Américain, mais rapidement le duo Indurain-Capucci creuse l'écart. Et dans la descente, puis dans l'Aspin, il y a vraiment plus d'espoir de revenir pour Greg LeMond. Avant la montée finale vers Val-Louron. À Val-Louron, finalement, c'est Capucci qui s'impose, mais Indurain, lui, prend le maillot jaune. C'est le tout premier de sa carrière, donc. Gianni Bugno arrive seul 1 minute 30 derrière, et les autres sont déjà à plus de 3 minutes, donc il y a de gros écarts sur cette étape. Greg LeMond, qui a eu un gros coup de moins bien, est à 7 minutes, et Pedro Delgado, l'autre leader de Banesto au départ, est relégué à 14 minutes ce jour-là, donc il n'y a plus aucun doute sur à qui va le leadership dans l'équipe Banesto. Je crois qu'il a gagné, c'est une passation de pouvoir naturelle, admet même Pedro Delgado, qui promet alors de se muer en coéquipier pour Indurain et de lui rendre l'appareil, puisqu'en 88, Delgado avait profité du boulot d'Indurain pour gagner le Tour. À ce moment-là, Indurain, il a 3 minutes d'avance sur Motet et Bugno au classement général, et c'est bien Bugno justement qui sera son rival le plus coriace dans cette quête de maillot jaune. C'est beaucoup 3 minutes, mais il fallait quand même se méfier, et Indurain, qui n'était pas encore le maître qu'il est, le maître de gestion, se méfiait justement à l'époque. Et donc, on va vers Gap. On est quelques jours plus tard. Indurain est attaqué par Bugno, il est attaqué par Capucci, par Fignon, et il se monte un tout petit peu en difficulté.
Ouais, justement, c'est pas le grand Indurain encore tout à fait serein. Et là, on voit parfaitement Bugno dans son maillot tricolore de champion d'Italie. Indurain, ce jour-là, il a besoin de l'aide de ses coéquipiers et de l'équipe RMO pour rentrer sur les leaders. Donc, il leur en doit une belle. Et ce tour n'était pas à gagner au moment où il a pris le maillot jaune à Val-Louron. Mais ensuite, il va gérer à l'Alpe d'Huez. Il ne lâche pas Bugno d'une semelle. Et cette photo-là que tu nous montres, Joseph, c'est à l'Alpe d'Huez. Ils finissent à 2, alors que l'Italien, il dit lui-même être dans un grand jour. Il dit s'il n'a pas de défaillance, il sera imbattable, Bugno, parce qu'il a bien compris après cette étape de l'Alpe d'Huez qu'à la pédale et de manière classique dans l'école, il ne lâchera pas Miguel Indurain. Et il reste après l'Alpe d'Huez, en fait, une seule grosse étape à Morzine, où Indurain, sous la pluie, ne va rien céder non plus. L'équipe titrera le lendemain Indurain imperméable. On aura mis du temps finalement à faire confiance à Miguel Indurain, en partie parce qu'il n'était pas vraiment le prototype du coureur espagnol. C'est Unzué, le fameux manager actuel de l'équipe Movistar, qui était déjà chez Reynolds à l'époque, qui explique l'Espagnol, Dont on normalement, entend il est moins parler plutôt... en ce moment. Exactement, il expliquait, l'Espagnol, normalement, il est plutôt petit, léger, sanguin, furieux, passionné, alors que Indurain, lui, il était grand, lourd, d'un calme imperturbable et méthodique. Donc ça a peut-être retardé sa prise de pouvoir, contrairement à, on le dit encore, on fait encore la comparaison, mais à un Pedro Delgado qui était dans la même équipe pendant des années. Par contre, une fois qu'on lui a donné les rênes à Miguel Indurain, il ne s'est pas loupé. 91, c'est finalement le début d'un règne qui va durer 5 ans, un règne qui va parfois ennuyer sur la route du Tour et puis chez les suiveurs. Il y a un journaliste madrilène assez piquant, assez incisif, qui avait écrit « Même la femme de sa vie ne sera pas au bout de 20 ans avec qui elle a passé ses nuits ». C'est très dur. Ils sont sales, les journalistes espagnols. Ils sont vraiment très sales. Et sur ce tour-là, d'ailleurs, Robin, on avait eu un triplé français. C'est vrai? Ah là, je l'ai pas. Hein. 4-5-6. Ah Son d'accord. général final. Je croyais Charlie sur une étape. Motet, Luc Leblanc, Laurent Fignon qui avait fait 4-5-6, qui avait fini à 7 minutes d'Indurain, 10 minutes d'Indurain et 11 minutes d'Indurain. Voilà. Et un doublé italien, plus frustrant encore, deuxième et Bugno troisième pour Capucci. Bugno et Capucci. Exactement. Et Gérard Rue, le français, qui a terminé Oui. dixième. Oui. C'est beau. Exactement. Merci Robin pour cette nouvelle chronique historique dont on se régale bien évidemment. Et on a fait plein depuis le début du Avec Tour plaisir. de France. On vous conseille vraiment d'aller les regarder de nouveau. Et il y en avait d'autres hein, t'en as fait pas mal et elles sont encore disponibles. Ouais, je pense que j'aurais pété un câble effectivement Nilo à cette époque, mais comme quoi je n'étais pas le seul après Indurain. Mais donc oui, comme je disais, celles de Robin, elles sont tout à fait disponibles. Vous avez juste à taper rétro roue libre et vous verrez, elles vont sortir. Il en avait fait notamment il y a 2 ans, pareil, en quotidienne et c'était vraiment top. On termine avec le quiz, les amis, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est tout simplement une énumération qui va permettre de rapporter 2 ou 1 point. Je mets mes lunettes. Les lunettes trafiquées. Vas-y, mon Gilbert. Aujourd'hui, c'est une énumération, les amis. Alors, on en est où, les amis Toff? On en est où Je ne fais confiance qu'à toi sur le Il y a plus score 6, ouais, il y a plus actuel. 6. Mais hier, tu n'avais pas égalisé à la fin. Ah non, tu n'avais pas voulu égaliser. Ah ouais, Non, j'avais ouais, pas. non, On avait dit que hier, du coup, ça. J'ai trouvé la dernière équipe, mais bon, rendons à César ce qui appartient à César. Tu avais maîtrisé ce quiz, Robin. Ok, 16-10 alors, en effet. 16-10. C'est toi, César. Alors, aujourd'hui, vous devez trouver les uns après les autres et on remontera encore plus loin s'il le faut. Les Français qui ont fait top 10 du Tour de France depuis 2010. On doit les trouver dans l'ordre là ou on peut direct Ok. dire un mec de 2014? Non, dans le désordre. Ok. Vous pouvez dire dans le désordre depuis 2010. Et par exemple, s'il y en a un qui a fait plusieurs top 10, il y a pas, on compte tout, on ne peut pas dire 2 fois le même. D'accord. Ouais. Depuis 2010, Il y a on combien de est mecs à d'accord. trouver au total? Ouais, depuis 2010 compris. Et il y a combien de mecs au total? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 7. Et après, on remontera sur les années encore précédentes. Ok. Polo, à toi, tu as la main. Romain Bardet. Romain Bardet, c'est bon. Donc Romain Bardet, c'est le coureur français qui a fait le plus de top 10 et largement depuis 2010. 6e en 2018, 3e en 2017, 2e en 2016, 9e en 2015 et 6e en 2014. Thibaut Pinot.
Thibaut Pinot, c'est bon. 3e en 2014 et 10e en 2012. 2 top 10. Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, c'est bon. 1 top 10. C'était en 2011, 4e. Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, c'est bon. 5e en 2019. Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault, c'est bon. Il a fait 2 top 10. Non, il a fait 2 top 10. 2e en 2014 et 9e en 2011. Warren Barguil. Warren Barguil, c'est bon. 10e en 2019. 10e en 2017. Julien Il en manque 2. Julien Alaphilippe. Je l'ai déjà dit, Polo. Non. Si. Mais vas-y, Ah dis bon un autre. Guillaume Martin. Il l'a pas fait. Hein? Guillaume Martin, si? Guillaume Martin, c'est bon. Bah si, il l'a fait l'année dernière. 8e en Attends, 2020. Tu m'as dit qu'il y en avait 7. On n'est pas à 7 là déjà? Bah non, On en a dit combien là? on s'en fout de toute manière. Mais c'est toi, tu m'as Je dit qu'il y en sais avait pas. que 7 à trouver. Non, mais je m'en fous de ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis qui compte. Je te Ok, demande ok, les Français qui ont fait Pierre top Roland, 10. Pierre Roland, Arrête de Pierre Roland. m'embrouiller. Allez, Pierre Roland. Et Pierre Roland, c'est bon. Eh bien, 10e les en gars, on a 2012. terminé. Pierre Roland a fait 3 top 10. Le 10e en C'est le 2011. Français qui a fait le plus de top 10. Et exactement. C'est le Français qui a fait le plus de top 10 depuis juste derrière Romain Bardet. Après, il a fait Pierre Roland 10e en 2015, 8e en 2012 et 10e en 2011. Voilà, il a Alors fait- attends, juste une il a question, fait des Joseph. bonnes places, mais pas Polo, il en a Vas-y. donné 4. Moi, j'en ai donné 4. Tu nous as dit à partir de Ouais. 2010. Il en reste combien à donner? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'on doit en chercher encore ou est-ce Non, qu'on a tout trouvé? c'est tout. Non, il y en a 8. Il y en a 8 qu'on fait, il y en a 8 qu'on fait top 10. Donc je D'accord. vais remonter. Je vais remonter et je vais vous demander du coup le Français qui a fait top 10. On va voir le plus rapide de vous Ah deux. là, c'est de la rapidité là? Ouais, on va faire de la rapidité. OK? Vous êtes Ouais. prêts? Ouais. Le Français qui a fait top 10 en 2009. Le Mével. Le Mével, ouais. Bah, Robin, bravo. Je- La rapidité. Il a enlevé ses lunettes, tel un tireur d'élite. Ah, parce que je Il a savais que fait c'était le son Mével en job, il 2009. repart. Du coup, je m'attendais à la question. Putain. Bah, moi, Mais je non, m'attendais à la question aussi. J'aurais dû anticiper. J'aurais dû pas Bah attendre. ouais, bien sûr. J'aurais dû dire direct avant que tu parles. C'était le seul mec, c'était sûr. C'était le seul mec qui allait arriver sur la table. Ouais. Non, Coppel, pas Bravo, du tout. bravo. Coppel, il a fait 21e du Tour 2012, 13e du Tour 2011. Mais, Oui. mais voilà. Mais est-ce qu'il y en a un qui a fait 10e grâce à un déclassement C'est de ce Cazard. Tour 2009? Ouais, c'est Cazard, exactement. Et après, on pouvait un peu remonter. Il n'y a que 2 ans depuis 2010 où il n'y a pas eu de Français dans les 10 premiers. Ah ouais. C'était 2013 et l'an dernier. Tout Et à fait. 2010, pardon. Donc voilà. Bravo Romain, tu mènes désormais 18. m'as appelé Romain. 18, 10. Robin, putain. Oh, merde, quoi. Allez, Robin et Pierre. Ça va très bien. Merci à vous deux, les gars. On rappelle le gros rendez-vous de demain sur Roue Libre, la quotidienne avec Bernard Hinault. Pour ceux qui ne le savent pas et qui sont arrivés un peu en retard hier comme aujourd'hui, on sera avec Bernard Hinault demain. Grosse interview. On va parler histoire du Tour de France avec lui, bien évidemment. Robin a plein de questions à lui poser, nous aussi. Donc, on fera le débrief, bien évidemment, d'Otaka, mais dans la foulée, quand on a terminé le débrief, vers 20h, on accueillera Bernard Hinault avec nous, qui sera tranquille depuis chez lui et qui aura tout son temps à nous accorder. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. On se retrouve bien évidemment demain à 11h, si vous le souhaitez, sur l'échappée sur Winamax TV. Et sinon, demain à 19h avec Bernard Hinault, s'il vous plaît. Ciao, ciao les rollers. Gros bisous. Salut, les gars. Salut les gars. ciao à tous. Bisous. Bye. Ciao, ciao.